compris. Bonjour à tous. Écoutez, je m'en fie à ma technicienne qui est avec moi ici pour me dire et pour considérer que je suis en ligne, que vous me voyez et que l'on peut faire ce direct. Alors on appelle ça un live, faire ce live pour le deuxième tour des élections. Alors on a mis ça en place. C'est un peu l'équipe qui m'accompagne qui en a eu l'idée en disant au premier tour on a fait ce live qui était en substitution à la réunion publique que j'avais pas pu tenir. Et puis ça a bien marché, ça a plu. Alors on va faire la même chose au deuxième tour. Donc voilà pourquoi nous en sommes là. Alors je vous ai fait un petit ordre du jour et puis j'ai pris quelques questions qui sont arrivées sur Internet. Comme ça, ce sera l'occasion d'en parler. L'idée c'est de faire un live de 15 minutes, histoire de faire un peu un panorama. Alors ce que je voulais d'abord vous dire, je vais un peu déroger à l'ordre du jour que j'avais fixé, puisque j'avais prévu qu'on commence tout de suite en parlant des fusions, mais on m'a posé une question en me demandant de faire l'analyse du résultat des élections de samedi dernier. Alors mon analyse va être simple, c'est que faut reconnaître quand même à l'INA, nous avons eu un nombre important de listes. On peut analyser ça de 1000 façons. Si vous regardez des communes voisines, il y a que 2 listes pour des communes à peu près dans notre importance. Il y en a même une où il y a qu'une seule liste. Pourquoi est-ce qu'il y en a tant? Quand ces listes sont apparues, j'avais commenté un petit peu le sujet. On en a eu 5, on aurait pu en avoir 6. Et globalement, si l'on regarde, tout le monde est arrivé à peu près avec le même score. C'est-à-dire qu'il y a personne qui s'est véritablement démarqué. Alors bien sûr, il y a un premier, un deuxième, voilà, même à une voix près, on change le palmarès. Mais ce que je veux dire par là, c'est que globalement, on s'est rendu compte que chacun a fait valoir ses arguments et que globalement, tout le monde est à peu près, je dirais pas à égalité, mais à peu près dans la même tranche. Après, va se passer la chose suivante au second tour. Alors, ça aborde un autre sujet que j'avais prévu de parler, c'est celui de l'enjeu. Mais je finis sur l'analyse des résultats. Le seul point qui me semble important à relever, c'est qu'il y avait une équipe sortante, une majorité sortante, une municipalité sortante. Et en général, une majorité sortante obtient un score relativement honorable. D'ailleurs, la presse analyse au plan national les élections municipales de dimanche dernier en indiquant que il y a eu beaucoup de ce que l'on appelle la primo-sortance, c'est-à-dire que les sortants ont eu un bon score. Les gens vont voter pour eux parce qu'ils sont sortants, ils les connaissent et parce que c'est peut-être rassurant. Mais à l'INA, on est complètement en dehors de ça, puisque l'équipe sortante a obtenu un score qui est le même que les autres, et qui en tout cas ne se distingue pas en étant ni largement devant, ni même devant tout court, puisqu'il y a 2 autres candidats avant. Donc ça, c'est à mon avis peut-être le seul point que l'on peut tirer de ce premier tour, c'est qu'il y a ce que j'appelle moi un désaveu de l'équipe municipale actuelle pour plein de raisons qu'il ne m'appartient pas de commenter ce soir, mais qui ont malgré tout compté. Et puis bien sûr a fait en sorte que pour aborder ce second tour, eh bien on a pu voir à peu près quel était à peu près l'équilibre des forces. Il va y avoir un deuxième tour, il va y avoir des scores qui vont se confirmer, d'autres qui vont baisser, d'autres, enfin voilà, quoi, ça va. Vous connaissez l'affaire. S'il y a 2 tours, s'il y a 2 votes qui se succèdent à une semaine d'écart, c'est précisément pour que le premier tour permette de voir un peu comment se situe l'opinion, l'électorat, et puis que le deuxième tour, lui, puisse permettre à chacun de se déterminer. Alors voilà, j'espère que j'ai répondu à cette première question sur l'analyse. Sur les enjeux, les enjeux du second tour, moi, l'analyse que j'en fais, et je pense que si vous regardez un peu l'ensemble des candidatures, de leurs propositions qui ont été développées, l'équipe sortante, n'en parlons pas, je pense que c'est à eux de faire leur analyse, mais quand on est sortant et qu'on n'a pas un score significatif, ça veut dire que c'est pas une majorité qui peut être conduite. Dans les autres listes, on a beaucoup de personnes nouvelles, tellement nouvelles d'ailleurs qu'il y en a qui n'ont jamais été au conseil municipal. Donc ça, c'est à mon avis un peu ce qui distingue l'ensemble des candidats, l'ensemble des choix électoraux
qui s'offre à vous, c'est que bon alors à l'exception de ma liste, de moi et donc de la candidature de d'Inas Decoeur, eh bien tous les autres n'ont pas d'expérience significative. Et en tout cas pas du même comment dirais-je, pas de la même ampleur que ce que j'ai pu faire, puisque comme vous le savez j'ai été maire pendant 20 ans. Donc ça c'est un peu ce qui distingue notre choix, notre palmarès. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que être maire, alors c'est comment dirais-je, c'est prestigieux, hein, c'est prestigieux. Moi-même j'ai été maire, j'ai été invité dans des émissions de télévision, donc voilà, il y a un petit côté super-héros. Alors je comprends qu'il y ait des candidats qui se disent ça c'est un truc pour moi, mais être maire c'est pas que ça. Être maire c'est être disponible. Et ce que je vais vous dire là, essayez d'imaginer chacun des candidats faire ces missions-là. Être disponible la nuit, être réveillé la nuit par les pompiers, se rendre sur place d'un incendie, d'un accident, prendre des décisions pour reloger des gens ou pour des fois ouvrir un terrain pour faire atterrir un hélicoptère d'urgence. Être maire, c'est être présent lorsque, par exemple, des caravanes, arrivent sur le territoire d'une commune, s'installent sur un terrain, cassent du matériel. Voilà, et le maire est en première ligne dans ces cas-là. Il faut qu'il puisse faire face à des situations comme ça. Alina, comme la campagne électorale du premier tour l'a mis en évidence, il y a un gros problème de sécurité des quartiers, sécurité de la population. Un maire doit être présent puisque c'est une compétence qui n'est pas délégable, c'est-à-dire prendre un adjoint pour s'occuper de la sécurité, en fait, c'est pas prévu par la loi. Et donc, le maire a un pouvoir régalien, il doit être présent sur place, il doit être avec sa police municipale, il doit faire des rondes de nuit avec sa police municipale, parce que s'il ne fait pas ça, ça peut pas marcher. Il faut qu'il soit là pour donner des consignes. Donc voilà, c'est ça aussi le travail d'un maire. C'est Alina notamment s'occuper en particulier de tous les problèmes de construction illégale que nous avons. Nous savons que pendant les 6 ans qui viennent de s'écouler, eh bien, ces constructions se sont poursuivies alors que j'avais réussi à les décourager à mon époque et certaines fois même à regagner du terrain sur les secteurs qui avaient été urbanisés de cette façon. Eh bien, un maire doit aller sur place, il doit stopper les chantiers, il doit faire des arrêtés interruptifs de chantier, certaines fois même demander la saisie des matériaux. Un maire, il doit rencontrer la police nationale, il doit discuter avec la police nationale des priorités de sécurité sur le territoire de la commune. Un maire, il doit également rencontrer les promoteurs immobiliers. C'est le cas particulièrement à l'INA parce qu'il y a une forte pression des promotions immobilières sur notre commune et il doit pouvoir négocier avec eux pour leur dire il y a des projets que l'on peut accepter mais il y en a d'autres que l'on n'acceptera pas. Et ça, je l'ai connu et je l'ai vécu puisque c'est précisément de là que sont venues beaucoup des difficultés, y compris judiciaires, que j'ai pu avoir parce que je tenais tête aux promoteurs immobiliers et qu'eux usaient d'autres moyens pour essayer de me faire lâcher. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on imagine le rôle de maire comme quelque chose de médiatique, de super-héros, de je sais pas ce qu'on peut dire, mais en vérité c'est pas que ça, ou du moins c'est même pas ça du tout, quoi. Donc ça peut expliquer en quelque sorte un peu les différents enjeux, et ce qui est important dans le choix que vous allez faire dimanche prochain, c'est de bien penser au moment où vous allez mettre votre bulletin de vote, ce maire-là, est-ce qu'il est en mesure de faire ce qui sont les priorités de l'INA aujourd'hui? Ce que je veux dire par là, c'est que je fais même pas une comparaison d'un candidat à l'autre. Ils ont tous des particularités. Il y en a qui sont plus jeunes que moi. On choisit pas. Hein, on a l'âge qu'on a. Il y en a qui ont eu des parcours qui sont pas le mien. Il y en a qui sont des femmes. Moi, je ne suis pas. Voilà. Donc, il y a des profils qui sont différents. On peut faire des choix par rapport à ça. Mais la vérité, pour un de nos concitoyens, c'est de se dire bon ben voilà, si je vote pour ce maire-là, est-ce que ce maire-là est en mesure d'être maire comme l'INA en a besoin aujourd'hui? C'est ça aussi la question. La question, c'est que l'INA aujourd'hui, c'est une ville qui est dans une situation difficile sur le plan de sa gestion financière. Je ne veux pas faire, comme je l'ai dit déjà, du catastrophisme
mais on sait que la commune va mal. D'ailleurs, tous les candidats le disent, y compris ceux de la majorité. À l'INA, la sécurité, c'est un vrai problème, et c'est un problème qui est tellement criant que pour en sortir, il va falloir prendre des mesures significatives et particulières. Et donc, la question que vous vous poserez au moment que vous allez voter, c'est ce maire-là, est-ce qu'il est en mesure de régler les problèmes de l'INA aujourd'hui? Et quand je dis aujourd'hui, c'est parce on pourrait très bien se retrouver dans une configuration différente, où la commune va bien, où il y a des manifestations, ça tourne, et à ce moment-là, effectivement, un électeur peut se dire bon la commune, ça serait bien d'y mettre quelqu'un d'un peu plus jeune pour un peu dynamiser les choses ou d'avoir des choix différents. Bon, aujourd'hui, c'est pas le cas, et pour notre commune, il est quand même nécessaire d'être comment dirais-je, assez préoccupé par la façon dont dont elle va évoluer dans les prochaines années, et comment est-ce que on va sortir de la situation difficile dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors voilà, c'est ça moi que j'appelle l'enjeu, et c'est ce dont je voulais ce soir en parler. L'autre point, donc, on reprend l'ordre du jour dans son ordre, c'est celui des fusions. Vous savez qu'entre les deux tours, on peut faire des fusions. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a deux tours. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, les candidats estiment, enfin du moins mesurent en quelque sorte ce qu'est leur score électoral, et puis fort de ça, il y en a un qui a eu plus de voix que l'autre, ils peuvent se mettre d'accord pour fusionner, faire ensemble une seule et même équipe, et puis cette même équipe va la représenter au deuxième tour. Et de gros avantages pour les électeurs dans ces cas-là, eh bien, c'est pour le prix d'une équipe, elle en a deux, quoi. Voilà. Donc, ça veut dire tout simplement que pour les électeurs, vous allez avoir les projets qu'avait proposé une équipe et les projets qu'avait proposé l'autre équipe, et que finalement ces deux équipes qui auraient pas pu travailler ensemble parce que pour plein de raisons, finalement c'est vous qui les avez mis d'accord entre eux, puisque c'est vous qui par votre vote avez fixé ceux qui pouvaient ceux que vous préférez par rapport à ceux que vous préférez moins. Et donc, ce que l'on fait dans ces cas-là pour une fusion, c'est qu'on prend deux équipes qui ont eu chacune leur score, on regarde leur score, et puis à partir du score qu'elles ont fait, il peut y avoir deux ou trois, mais à partir du score qu'elles ont fait, eh bien, on répartit l'organisation de l'équipe, on fait en sorte, alors le maire, le tête de liste est en général celui que l'on considère, enfin c'est celui qui devient la tête de liste de la nouvelle équipe, celui qui a fait le meilleur score, c'est la logique, et puis l'ensemble des postes, des responsabilités sont partagés entre les deux équipes au prorata des scores obtenus par chacune. Donc tout ça c'est déjà, comment dire, alors c'est pas réglementaire, hein, c'est-à-dire que c'est une pratique, un usage, mais ça coule du bon sens. On comprendrait pas pourquoi une équipe ou un candidat qui a eu un score moins bon qu'un autre, son équipe soit moins représentée, quoi. Enfin voilà, soit plus représentée que l'autre. Donc voilà un peu les choses. Pour ce deuxième tour, il y a eu effectivement des contacts. Alors, il m'appartient pas, j'irai, de commenter ce que les autres candidats ont fait pour eux. Bon, Madame Dali, il n'y a pas eu de fusion d'envisager. Pour Monsieur Fievé non plus. D'ailleurs, dès lundi, il a déposé sa liste dans l'état où elle était. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas profité des 2 jours qui sont mis à la disposition des candidats pour discuter de leur fusion. Pour ce qui est de l'ancienne majorité maintenant, eh bien, ils ont annoncé aujourd'hui qu'ils ne feraient pas de fusion. Je ne sais pas s'ils en ont discuté ou pour faire des fusions avec quelqu'un d'autre, mais ça paraissait difficile compte tenu du score qu'ils ont obtenu. C'est quand même une équipe qui aura un score au deuxième tour vraisemblablement moins bon que le premier. Et puis il restait donc nous et l'autre liste Élan pour l'INA. Je vous cache pas qu'on a eu un contact, mais que ce contact n'a pas été fructueux. Je vais pas développer les raisons. Ce sera peut-être dans le point suivant puisque je dois parler des égos, mais en fait le problème de diffusion, c'est qu'il faut que l'équipe qui vient rejoindre celle qui a eu le meilleur score qu'elle accepte de pas être devant et accepte qu'il y ait une hiérarchie, que les choses soient organisées. Quand tout le monde veut être maire, forcément ça rend impossible l'exercice de la fusion, parce que ça, maire, il y a qu'un poste, il y a qu'un siège, et ça n'est pas possible de fusionner et d'avoir deux maires. Donc
Donc voilà, vous allez retrouver, bon, c'est 18 heures l'horaire de fermeture des candidatures et des fusions, donc on est 1 heure après. D'après les informations que j'ai, personne n'a fusionné. Vous allez vous retrouver au second tour avec les 5 mêmes candidats que vous aviez au premier. Donc voilà la configuration des choses. Ça m'amène à vous parler de 2 sujets dont je voulais parler ce soir, parce que on a 5 équipes qui se sont signalées. Par équipe, il y a 30 personnes, donc vous voyez, 3 fois 5, 15, 150 personnes qui habitent sur la commune et qui ont fait l'acte d'être candidats sur une liste électorale. Ça représente un nombre important, surtout dans une commune comme la nôtre, de 7000 habitants. Alors on va arriver aux 9000 avec les recensements intermédiaires, mais et donc si ces personnes-là ne sont pas retrouvées ensemble sur la même liste, c'est principalement parce que nous avons à l'INA, et c'est ce qui explique la multitude des listes, c'est qu'il y a des enjeux des enjeux d'ego, dans le sens où tout le monde, beaucoup veulent être tête de liste et ne veulent pas être deuxième, troisième ou quatrième de la liste derrière un autre. Alors donc cette situation a fait que on a une multitude de listes, et que dans ces listes on retrouve des gens qui auraient pu se retrousser les manches, travailler pour la commune, mais qui, à la fin du parcours, vont se retrouver dans l'opposition. Parce que, en fait, quand tu as 5 listes qui se présentent aux élections, il y en a qu'une qui va être élue, et les autres seront dans l'opposition. Donc, il y aura 30 personnes qui vont être aux affaires, et vous en avez 4 fois 5, 20, 200 qui vont 3 fois 5, 15, 150 qui vont pas être appliqués, qui vont retourner chez eux et qui n'auront pas l'opportunité de le faire. Alors j'ai réfléchi à ça et je me suis dit c'est dommage, et de là vient une proposition que j'ai appelée une proposition choc, mais vous allez en juger vous-même. C'est de faire la chose suivante, c'est que si je suis élu avec mon équipe dimanche prochain, eh bien nous ferons en sorte que chaque liste qui sera dans l'opposition se voit attribuer un poste à responsabilité d'adjoint ou de conseiller délégué. Et de cette façon, chacune des oppositions va avoir en quelque sorte la possibilité de s'impliquer et de travailler pour la commune. Et donc cette proposition, je la fais au détriment de mon équipe, parce que ça veut dire que si on prend 4 personnes pour être adjointe ou conseiller délégué et s'occuper de différents domaines, s'occuper de l'école, de la sécurité, du sport, de la culture, etc. C'est autant de personnes qui, dans mon équipe, participeront à d'autres projets. Mais je pense que c'est important parce que cette élection a certes montré qu'il y en avait qui voulaient absolument être maire, et ce qui explique la multiplicité des candidatures, des listes de candidats. Mais cette élection a aussi montré qu'il y avait des gens qui voulaient s'impliquer. Et ces gens qui veulent s'impliquer, c'est dommage de leur fermer la porte au lendemain des élections et leur dire, écoutez, revenez dans 6 ans aux prochaines élections, peut-être que vous serez élus, et là, peut-être que vous pourrez faire quelque chose pour la commune. Donc voilà la proposition choc que je fais. Gardez bien la vidéo, parce que si nous sommes élus, eh bien, vous pourrez me la mettre sur le nez et me dire, voilà, Monsieur Pelletan, vous avez dit cela, donc il faut maintenant le faire. Mais moi, je pense que pour une commune comme la nôtre, c'est une proposition qui va dans le bon sens, parce que ça permet finalement de donner à chacun la possibilité de s'impliquer. Alors, on m'a posé plusieurs questions. Je vais essayer d'aller vite sur les questions que l'on m'a posées. Et on m'a demandé, alors je les prends un peu dans le désordre, la prochaine fois j'essaierai de faire les choses, parce qu'a priori il y aura une prochaine fois, vraisemblablement tous les soirs vers 19h, on va faire un live de cette façon, donc voilà. On m'a dit voilà, il y a un projet, il est question d'un projet de parking souterrain au niveau de la salle Carzou, est-ce que ça vous paraît viable? Alors, je vais vous répondre très clairement, un parking souterrain au niveau de la salle Carzou, ça va être extrêmement coûteux. Et alors, si en plus c'est pour faire un parking public, ça, faut arrêter, c'est une mauvaise idée. Je vais vous dire pourquoi.
Alors, des parkings souterrains, on en a fait dans les bâtiments qui sont de l'autre côté de la rue Jules Ferry, donc ceux qui sont finalement entre la rivière et entre la mairie. Lorsqu'il a été question de réaliser ces parkings, ça a été un quasi-exploit technique. Pourquoi? Parce qu'on le comprend très bien, des terrains à proximité d'une rivière sont des terrains qui sont, je dirais pas marécageux, mais sur lesquels il est très difficile de construire. Nous avons réussi à faire 2 niveaux. C'est impossible de faire mieux. C'est impossible de descendre, de faire 3 niveaux, 4 niveaux, 5 niveaux, comme on est censé le faire quand on veut faire un parking souterrain, un parking public. Et alors, pourquoi est-ce qu'on fait 5 niveaux? C'est parce que en fait, on essaye de rentabiliser au mètre carré le prix du parking. Si vous faites un parking d'un niveau, vous avez creusé pour un niveau et vous avez en termes de surface que la surface d'un étage. Si vous faites un parking en silo souterrain, forcément, vous comprenez que la rentabilité est meilleure. Et quand on réalise un parking de cette nature en souterrain, ça coûte très cher. Et pour le financer, c'est quasi impossible avec de l'argent public. Il faut en fait joindre ce projet à une autre opération qui financièrement va permettre de faire quelque chose d'équilibré sur le plan budgétaire. Donc cette idée, bon alors c'est bien d'avoir des idées parce que à la rigueur on n'aurait pas d'idées, on ferait jamais rien quoi. Donc je vais pas comment dirais-je montrer du doigt l'équipe qui a proposé cela, mais en fait c'est une mauvaise idée de croire que ce projet peut se faire. Voilà, c'est pas la meilleure solution. Si on veut faire des parkings de stationnement public en centre-ville, à l'INA, la bonne idée, si je puis dire, mais après il faut arriver à la positionner, c'est les silos. Les silos, c'est par exemple ce qui se fait à côté du marché d'Arpajon. C'est des parkings en étage, mais extérieurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas on n'a pas creusé le sol, donc c'est beaucoup moins coûteux à réaliser. Et donc ces parkings en silo permettent de pouvoir donner du stationnement sur une surface limitée, puisqu'il y a des étages, et pour un coût relativement intéressant. Donc ça, c'est peut-être plus une idée à creuser. Vous avez à Longjumeau, par exemple, le marché qui s'est mis en rez-de-chaussée et les parkings qui sont mis en étage. Donc voilà, il y a différentes configurations qui sont possibles et qui, lorsque l'INA va commencer à développer, puisque c'est ce que nous prévoyons dans notre projet, son activité de commerce de proximité, eh bien ce type de parking, ce type d'équipement sera nécessaire, il faudra le réaliser. Donc voilà ce que je voulais dire là-dessus. Ferez-vous une réunion pour le 2e tour? Alors j'avais l'intention de vous faire une réunion pour le 2e tour, puisque comme vous vous en rappelez, le 1er tour, ça n'a pas été possible. Au 1er tour, j'avais prévu une réunion, on m'a donné une salle dont on m'a dit attention de ne pas dépasser 19 personnes parce que sinon elle n'est pas assurée. Mais forcément, avec une capacité d'accueil de 19 personnes, la réunion n'était pas possible puisque rien que ma liste compte déjà 29 personnes. Donc voilà, même ma liste n'aurait pas pu rentrer dans la salle. Je m'en suis plaint, ça ne s'est pas arrangé, mais ça nous a permis de faire un live et c'est ce qui a débouché là-dessus. J'ai dit quand même pour le 2e tour, on va quand même faire une réunion. Alors c'est pas que j'aime la confrontation, mais je pense quand même que c'est important qu'un candidat puisse rencontrer ses électeurs. Et puis que les électeurs puissent lui poser des questions, et puis que le candidat puisse répondre sans papier, sans avoir préparé quoi que ce soit, comme moi je l'ai toujours fait lorsque j'étais maire, à la fois au conseil municipal ou pour les réunions publiques. Donc j'avais prévu une réunion mercredi soir et j'avais demandé à la mairie une salle, mais on m'a répondu aujourd'hui, ce matin, que ça n'était pas possible. Donc je n'aurai pas de salle pour faire de réunion électorale mercredi. La seule différence que l'on peut, alors pas s'en réjouir, mais que l'on peut remarquer par rapport au 1er tour, c'est qu'a priori aucun candidat n'aura de salle pour le 2e tour de façon à faire de réunion électorale. Alors c'est encore une innovation lilloise parce que franchement des élections municipales, il y en a une fois tous les 6 ans. Permettre aux candidats qui se présentent de rencontrer la population, de présenter leur programme autrement que par des papiers dans les boîtes aux lettres qui viennent se mélanger à la publicité et qui des fois sont peut-être un peu barbants pour les administrés, pour les habitants. Je trouve que c'est pas une bonne chose. Lorsque j'étais maire, j'avais même fait un système où tous les mouvements politiques avaient la possibilité de louer gratuitement des salles pour pouvoir organiser des débats à l'INA, parce que je trouvais que c'était important et riche pour le débat démocratique.
eh bien, en 2026, même pour nos propres élections municipales, nous n'avons pas de salle pour nous réunir et présenter notre programme, discuter ou débattre. Moi, j'avais proposé de rencontrer les candidats et de débattre avec eux. C'est toujours une proposition qui tient. Si un des candidats souhaite me rencontrer, je suis disponible pour ça, dans n'importe quelle configuration, mais ça ne pourra pas se tenir dans une salle publique. Ça sera comme on l'avait fait, comme on envisageait de le faire sur les réseaux sociaux, mais uniquement comme cela. Voilà. Donc ça, c'est la nouvelle. Alors vous me connaissez, je suis pas du genre à décevoir des mauvaises décisions. Donc j'essaye de voir si on peut trouver une solution, au moins pour se rencontrer. Parce que le choix que j'ai fait pour le premier tour, c'est d'éviter d'aller vous déranger chez vous quand vous rentrez le soir, d'attendre d'avoir quelqu'un qui sonne à la porte pour vous venir vous parler des élections. C'est pas forcément parce que les gens sont pas forcément ouverts à cela, quoi. Donc j'ai pas voulu rentrer trop là-dedans. Ça fait un peu démarchage à domicile. Mais il faut quand même qu'il y ait un moment où on puisse se rencontrer, quoi. Donc, nous sommes avec mon équipe en train de réfléchir à ce qui pourrait être une solution palliative à ce problème. Eh bien, écoutez, j'ai fini la petite liste que j'avais faite. Je vois qu'on a quand même bien avancé, mais bon, j'essaierai peut-être d'être plus synthétique la prochaine fois. On va garder ce rendez-vous de 19h pendant toutes les élections. Après, on verra comment les choses évolueront, mais jusqu'à dimanche. Alors, on n'en fera pas samedi parce que il y a donc une interdiction réglementaire qui est tout à fait normale, de ne plus faire de campagne électorale au moins 24 heures avant le scrutin. Mais pour demain, pour jeudi et vendredi, eh bien, nous ferons un live. N'hésitez pas à me poser des questions parce que j'ai déjà des points qui vont être abordés. La prochaine fois, on m'a demandé de parler du Tunisien. Donc voilà, je vais tout vous déballer, je vais tout vous dire, en tout cas tout ce que je sais. On m'a demandé de vous parler également de certains articles de presse qui ont été publiés la semaine dernière. Alors, je vous en parlerai et puis je vais vous mettre avec l'annonce du live pour demain, l'ordre du jour, puisque j'ai prévu de vous parler de plusieurs projets qui sont importants pour cette élection et qui vont être déterminants pour l'INA et pour les 6 années qui viennent. Voilà, bonne soirée, et puis demain 19h, enfin à peu près, 19h, un peu avant ou un peu après, on n'est pas non plus tenu à la seconde. Allez, à très bientôt.